Benjamin Netanyahou se rendra à Washington le 3 mars prochain pour parler devant le Congrès, mais Barack Obama vient de faire savoir qu'il ne le recevrait pas pour cause de proximité avec la date des élections en Israël. Aujourd'hui, le Mossad a également dû publier un communiqué pour exprimer la convergence de vues avec le Premier ministre israélien sur l'Iran. L'Ukraine de nouveau dans la violence, des combats, au moins 41 morts aujourd'hui et l'aéroport de Donetsk qui est tombé ce soir entre les mains des rebelles pro-russes. Le président ukrainien promet de faire payer cela aux Russes. Réunion des pays qui mènent la lutte contre l'État islamique en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire. L'Irak veut plus d'armes pour lutter contre l'État islamique. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mois de mars sera particulièrement agité pour Benjamin Netanyahou. La date des élections, évidemment, le 17 mars pour la Knesset, mais auparavant, un déplacement aux États-Unis qui prend des allures de bras de fer, puisque Benjamin Netanyahou a répondu à une invitation du président républicain de la Chambre des représentants pour prononcer un discours devant le Congrès, désormais républicain, à évoquer l'Iran. Mais la Maison-Blanche n'apprécie pas, et c'est peu de le dire, puisque à l'instant, le porte-parole de Barack Obama vient de faire savoir que Obama ne recevrait pas Netanyahou à l'occasion de cette visite à Washington, car la date est trop proche de celle des élections en Israël et il ne souhaite pas interférer dans la campagne pour ces élections. Tout cela sur fond donc de polémiques à propos de vote de nouvelles sanctions contre l'Iran. Cela aussi ne plaît pas à la Maison-Blanche, mais les Républicains et les Israéliens seraient d'accord sur ce point. Bref, tout cela mérite qu'on s'y attarde. Ce soir, on va le faire avec vous. Colette Avital, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne consul d'Israël à New York et donc aux États-Unis. Bonsoir à vous, Nadia Ellis, chercheuse à l'Université de Tel Aviv et spécialiste donc dans l'analyse des discours. On ira également tout à l'heure retrouver nos envoyés spéciaux devant le siège de l'armée israélienne, car tout cela se déroule évidemment sur fond de tensions avec le Hezbollah et avec l'Iran, crainte d'une riposte après le raid dans le Golan. Vous l'avez vu à l'image, ils sont prêts pour les 3 chaînes d'I24 News, parce qu'évidemment, cette opération militaire israélienne dans le Golan ne restera pas sans réponse, ont de nouveau affirmé aujourd'hui les Iraniens et les Libanais. On en parle. I did not consult with the White House. The Congress can make this decision on its own. We welcome the Prime Minister of Israel to come and speak in America anytime. As the leader of Israel, it's my responsibility to lead my people to peace. Obviously, it's a little unusual to learn of an invitation from the Speaker's office. We have ongoing discussions, the Secretary does, with Prime Minister Netanyahu about a range of issues. But new sanctions passed by this Congress at this moment in time will all but guarantee that diplomacy fails. Personnel within the Israeli intelligence field, this person was asked what the effect of sanctions would be, and this person answered that it would be like throwing a grenade into the process. Alors, qui utilise qui dans cette affaire des sanctions éventuelles que les Américains pourraient voter contre l'Iran, Israël ou bien le Congrès républicain américain? On va essayer d'y voir plus clair d'abord avec les explications en images de Maxime Pérez. La polémique est née d'une fuite et c'est l'agence Bloomberg qui s'en fait l'écho. Selon elle, le Mossad aurait mis en garde les responsables américains contre un projet de loi controversé qui viserait à imposer à l'Iran de nouvelles sanctions. Ces dernières entreraient en vigueur après la date butoir du 30 juin, si les pourparlers sur son programme nucléaire n'aboutissaient pas à un accord. Démenti immédiat des services secrets israéliens dans un communiqué plutôt inhabituel de l'organisation. Le 19 janvier 2015, le directeur du Mossad, Tamir Pardo, a rencontré une délégation de sénateurs américains. Contrairement à ce qui a été publié, le directeur du Mossad n'a pas déclaré s'opposer à de nouvelles sanctions contre l'Iran.
Le directeur du Mossad a souligné l'impact exceptionnel des sanctions imposées à l'Iran ces dernières années et qui l'ont poussé à s'asseoir à la table des négociations. Trop tard pour enrayer la controverse. Pour la presse israélienne, les révélations de Bloomberg illustrent de manière flagrante les divergences d'opinion entre Benjamin Netanyahou et le Mossad. Et pour cause, le chef du gouvernement israélien n'a jamais caché être favorable à un renforcement des sanctions contre le régime de Téhéran. En d'autres termes, il soutient la démarche du Congrès américain, dominé désormais par les républicains. Nous partageons le même objectif, mais pas les mêmes tactiques quant à la façon d'atteindre cet objectif. Mais nous sommes déterminés à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et comme si une polémique en chassait une autre, plutôt, c'est l'invitation au Congrès de Benjamin Netanyahou qui a fâché la Maison-Blanche. Elle reproche au Premier ministre israélien de ne pas avoir respecté le protocole en vigueur pour toute visite officielle d'un haut dirigeant. À propos de la visite du Premier ministre israélien, il est toujours le bienvenu pour venir s'exprimer aux États-Unis. C'est quelque peu inhabituel de l'apprendre par le président de la Chambre des représentants. En fin de compte, Benjamin Netanyahou a décidé de reporter sa visite américaine au 3 mars, en marge de la convention du puissant lobby AIPAC à Washington. À seulement 15 jours des élections législatives israéliennes, et face à un public conquis d'avance, Bibi pourra alors s'offrir un ultime grand show public et aura l'occasion de réaffirmer sa détermination à faire stopper le programme nucléaire de l'Iran. Alors, il y a plusieurs choses, évidemment, dans tout ce qu'on vient d'entendre. Il faut les prendre un peu séparément, mais peut-être aussi les rassembler. Coletta Vital, d'abord, est-ce qu'il y a vraiment une entorse à la règle diplomatique dans ce qui se passe là aux États-Unis ? Absolument, ce n'est pas seulement une règle diplomatique. Il faut comprendre que un chef d'État ne peut pas visiter Washington sans en avertir ou coordonner cette visite avec la Maison-Blanche. Ça ne se fait pas. Tout comme figurez-vous que le président des États-Unis se trouve un jour en Israël et que le Premier ministre israélien ne soit pas ou l'apprenne d'autres sources. Ça ne se fait pas. C'est aussi venir un tout petit peu comme on irait à une noce non invitée. Et donc je crois que c'est une grave erreur, c'est une bavure. Je devrais rajouter deux choses quand même. C'est que le Premier ministre d'Israël a commencé sa carrière diplomatique à Washington en tant que ministre conseiller ou ministre à l'ambassade. Il connaît fort bien les règles du jeu. Il sait fort bien que si on s'était adressé à Obama, il aurait répondu « ce n'est pas le moment propice maintenant à cause des élections en Israël ». Et cette fois-ci, le président des États-Unis a donné des ordres très stricts de ne pas s'ingérer dans la politique d'Israël, contrairement à ce qui a été fait par le Premier ministre d'Israël en 2012. Alors, on s'est rendu compte, on savait fort bien qu'on ne peut pas passer sous le radar de la Maison-Blanche et rester impuni. Donc, je crois que c'est une erreur assez grave, mais ce n'est pas tout. Pendant 6 ans, il y a eu des tensions, des conflits ouverts ou couverts entre le Premier ministre d'Israël et Obama. Chaque fois, on se dit que c'est le pire, qu'on ne peut pas arriver plus bas. Cette fois-ci, vraiment, je crois que c'était tout à fait non nécessaire. C'est tellement clair, c'est tellement transparent que ceci est fait à cause de la campagne électorale en Israël et en même temps pour embêter le président des États-Unis qui lui s'oppose aux sanctions. Donc vous ne venez pas seulement innocemment à Washington pour rendre visite ou pour répondre à l'invitation du Congrès américain. Vous venez justement pour travailler contre la politique du président des États-Unis. C'est clair, c'est transparent et ça ne se fait pas. Alors, vous avez l'impression qu'il y a vraiment un coup politique là, tenté par Benjamin Netanyahou Je pense que le coup politique, il est assez clair, effectivement. Il ne faut pas oublier que non seulement il y a les élections en mars en Israël, mais il y aura les élections aussi l'année prochaine aux États-Unis. Et Netanyahou, je crois en ce moment, il a l'impression de ne plus avoir rien à perdre. De toute façon, Obama ne sera plus président. Il a tout intérêt à renforcer les Républicains. C'est donc un coup, en tout cas, qui a été fait en accord avec les Républicains. Ce sont les Républicains avec Netanyahou qui ont organisé tout ça. Donc apparemment, il sent beaucoup de pression par rapport aux élections en Israël.
Ce qui est d'ailleurs le cas. Il y a aujourd'hui une situation assez nouvelle par rapport aux élections où tous les chefs de parti se retournent contre Netanyahou. Il n'y a plus ni d'alliance, ni de soutien, même de la droite. On entend vraiment des observations très dures sur Netanyahou, même de la part de Bennett, de Lieberman, de tous les côtés en fait. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de pression chez le Premier ministre aujourd'hui. Et voilà, il faut s'attendre d'un point de vue du discours, puisque je m'intéresse à ça, à un discours ce jour-là au Congrès américain qui s'appelle techniquement un discours à double adresse, c'est-à-dire il va s'adresser au Congrès américain, mais il est évident que ce sera un discours pour le public israélien qui va être repris par son parti et par les gens du Likoud en Israël. C'est tout ce qui l'intéresse à ce moment-là. Je ne crois pas qu'il ait un vrai intérêt à parler aux Américains. Il a juste intérêt à avoir la possibilité de s'exprimer librement et de parler vraiment au public israélien à un moment très délicat. Et se faire applaudir. Et nous savons exactement ce qui sera au menu. Ce sera le Hamas, ce sera l'État islamique, l'ISIS, et ce sera à nouveau l'Holocauste. Et donc, il sera, et surtout les applaudissements, une demi-heure à la télévision israélienne, alors qu'il n'a plus absolument aucun atout, il n'a rien à proposer au public israélien. Ceci 2 semaines avant les élections, écoutez, c'est très clair. Ouais. Mais alors, en même temps, on peut imaginer que ce dossier quand même iranien concerne à la fois Israël, mais aussi les Américains. Pourquoi est-ce que les républicains aussi vont utiliser finalement ce discours de Netanyahou pour obtenir le vote de nouvelles sanctions? C'est ça qui est visé aussi dans cette affaire. Mais ils se renforcent les uns les autres, mais en tout cas, la réponse se trouve dans le discours qu'Obama a fait il y a quelques jours, donc l'état de la nation. Ça, c'est vraiment un discours qui, à la différence des années précédentes, se concentre pratiquement exclusivement sur la politique intérieure des États-Unis. Il parle très très peu de ce qui se passe à l'étranger, et l'Iran, c'est juste un petit paragraphe où il dit très clairement, si le Congrès vote pour des sanctions supplémentaires, eh ben, je mettrai mon veto. Donc il dit très clairement, il a affirmé en tout cas très clairement qu'il ne va pas vouloir d'autres sanctions, et donc voilà que les républicains en gros bypassent le président par une manière assez intelligente, en invitant quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur à parler et donc à s'adresser aux Américains et aux Israéliens. Et donc voilà, il y a beaucoup de petites guerres internes et aux États-Unis et en Israël, et en l'occurrence, les deux peuvent s'allier dans ces circonstances particulières. Alors on a vu aujourd'hui que les Américains ont fait savoir que le Mossad, apparemment, ferait pression sur les sénateurs américains pour ne pas justement voter de nouvelles sanctions, parce que, disent-ils, c'est comme jeter une grenade sur un incendie. Il y a eu une délégation de sénateurs américains. Quelqu'un leur aurait dit, et nous ne savons pas qui, ou nous ne savions pas qui jusqu'en il y a 2 minutes, qui leur aurait dit que si, et je crois que c'est la vérité, que s'il y aurait des sanctions, les Iraniens ne continueraient plus les négociations. C'est exactement ce qu'ils ont annoncé. Alors du coup, on entend le chef du Mossad dire « Non, non, j'ai pas dit ça ». Personne ne l'a nommé personnellement. Donc je crois qu'il s'auto-accuse, et c'est assez drôle à voir, mais en tous les cas, je crois que l'analyse de tous les experts est justement, malheureusement, que ces sanctions n'apporteront rien, qu'elles sont faites exactement pour mettre les bâtons dans les roues. Aussi bien d'Obama. Obama, je crois qu'il lui reste presque 2 ans, pas 1 an, il lui reste presque 2 ans. Il veut, c'est son grand dossier, il veut réussir, je crois, au mois de juin, d'amener un accord quelconque. Ce n'est pas évident qu'il pourra le faire, mais en lui mettant les bâtons dans les roues, on essaie exactement ce que les républicains veulent faire, c'est de l'empêcher d'avoir un succès quelconque et d'arrêter ces négociations. Et justement, c'est exactement le point de vue de Netanyahou. Donc, si vous voulez, ils s'entraident en cela. D'une part, Netanyahou vient pour leur rendre aussi un peu sa revanche, enfin, leur dire merci parce que c'est eux qui, maintenant, le soutiennent. Et d'autre part, eux aussi, ils se souviennent très bien que pendant la période électorale, il y a 2 ans, c'est lui qui a soutenu Romney. Donc, voyez combien les d'ascenseur. Alors, mais quand même, quand on dit, et vous le dites, que ces sanctions contre l'Iran ne sont pas efficaces, c'est pas l'avis de tous les experts. J'ai pas dit qu'ils ne sont pas efficaces. J'ai dit qu'à un certain moment, s'il y aura des sanctions encore plus fortes, les Iraniens diront merci, nous ne voulons plus de négociations. C'est la seule chose que je dis. Et ça, c'est contre-productif pour vous ?
C'est aussi celui des Européens aujourd'hui. Je ne suis pas experte ni de sanctions ni de négociations avec l'Iran, mais je peux comprendre en tout cas le raisonnement d'un président des États-Unis qui a fait des efforts tout au long de sa présidence pour arriver à un certain stade dans ces négociations et qui ne veut pas voir ces négociations ruinées par une autre décision qui apparemment est, à son avis, absolument contre-productive. Donc, et qui est faite pour ça. Oui, donc à partir du moment où il s'agit d'attendre encore quelques mois et que je comprends qu'en Israël, en tout cas, les services de sécurité savent très bien à quel stade se trouve la recherche iranienne et on sait très bien que c'est pas pour demain une bombe atomique. J'imagine que ça vaut la peine d'attendre, en tout cas d'essayer d'avoir des résultats tels que le président a essayé de les obtenir. Donc oui, je peux comprendre qu'il souhaite mettre un veto sur une décision qui est, à son avis, complètement contre tout ce qu'il a bâti tout au long de sa présidence. Il faut peut-être rappeler que presque tous les anciens chefs du Mossad, tous les anciens chefs de la sécurité d'Israël, de ce qui s'appelle le Shabak en Israël, des services secrets, etc., ils se sont tous rangés sur la même position, c'est-à-dire qu'Israël ne devrait pas attaquer l'Iran. Et ça, c'est aussi une chose importante dans ce dossier. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a pas toujours un même point de vue entre le Premier ministre, ce qu'il souhaite obtenir, et les services secrets qui, eux, savent un peu plus où ces choses peuvent mener. Alors, tout cela intervient en plus dans un contexte de tension extrême avec ce qui s'est passé dans le Golan dimanche, donc ce raid qui a visé le Hezbollah et aussi un général iranien qui était ou n'était pas ciblé. Ça, il y a aussi des versions contradictoires là-dessus. Alors, justement, on va se tourner vers le quartier général de la défense en Israël. Bonsoir, Léa Berdugo, vous êtes sur place à Tel Aviv. Tout cela, donc je le disais, dans ce contexte de tension, parce qu'aujourd'hui encore, Tsahal a renforcé sa frontière nord. Oui, exactement. Depuis plusieurs jours, plusieurs médias ont évoqué des mouvements de troupes de l'armée israélienne avec la frontière, à la frontière avec le Liban. Mais aujourd'hui, l'armée confirme ces mouvements et explique que des renforts seront acheminés à la frontière jusqu'à demain. Alors, le niveau d'alerte est toujours élevé, par crainte de nouveaux affrontements avec le Hezbollah libanais. Le chef d'état-major de l'armée ainsi que le commandant de l'armée de l'air ont annulé leur déplacement à l'étranger par crainte de nouveaux affrontements. Benny Gantz était attendu à un forum des chefs d'état-major de l'armée, des armées européennes. Donc ici, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une tension extrême et que les autorités sont préparées à toute éventualité. Et puis, il y a aussi la riposte attendue, en tout cas émanant du Hezbollah, qui pour l'instant, on va dire, ne prend pas de forme exacte. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Oui, exactement. Selon les médias libanais, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, devrait s'exprimer dans une dizaine de jours. Et on ne sait pas si ce discours précédera ou succédera une éventuelle riposte du Hezbollah contre Israël suite à l'attaque du convoi. En tout cas, on sent également une extrême violence des propos de la part du Hezbollah, mais également des gardiens de la révolution iraniens. Un chef des gardiens de la révolution a déclaré qu'Israël paiera pour ses actes. Alors, on sait que le Hezbollah et l'Iran sont extrêmement liés et on peut se demander si dans un contexte où l'Iran entre dans une phase finale sur des négociations sur le nucléaire iranien, on peut se demander si l'Iran risquera de mettre en péril ces négociations à la suite d'une attaque d'Israël par le Hezbollah libanais. Merci Léa Berdugo, donc en direct du quartier général de l'armée israélienne. Vous avez l'impression que tout cela peut être lié aussi au contexte électoral ou pas ce qui s'est passé dans le Golan ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut comprendre que si c'est vrai que c'est Israël qui a attaqué, la cible n'était pas quelqu'un, je crois qu'il n'était même pas au courant qu'il y avait un général iranien là. Mais vous savez, le choix du moment où on attaque une cible parce qu'on sait précisément qu'à cette heure, cette personne se passera là, est choisie par l'armée et non pas par les politiques israéliens. Je ne crois pas qu'il faut mélanger tout cela et je ne crois pas que c'est fait pour gagner des points dans l'électorat.
Vous êtes de cet avis, Nadia Ellis? Très sincèrement, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a quand même des coïncidences, c'est-à-dire qu'il y a toujours des situations très 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 tendues avant les élections, comme par hasard. En même temps, en Israël, c'est toujours très tendu, donc on ne peut pas savoir. D'ailleurs, une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui, on la vit régulièrement sans qu'il se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'après, dans les nouvelles, il y a beaucoup, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de stress. Il y a toujours Iron Dome qui est déployé, donc le dôme de fer qui est déployé dans le nord, après il est déployé dans le sud, après il est déployé à côté de Tel Aviv. Et après, il ne se passe rien. Donc, ça arrive de temps en temps, évidemment, que tout ça empire. Mais très souvent, on vit comme ça des situations de grosses tensions. Et le Hezbollah qui répond qu'Israël va payer très cher. Ou si ce n'est pas le Hamas, si ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et puis finalement, il ne se passe absolument rien. Donc, j'espère que c'est en tout cas le cas aujourd'hui. Parce que c'est sûr qu'avant déjà normalement ce serait très grave, mais alors avant les élections ce serait encore pire parce que ça pour le coup ça pourrait vraiment changer la donne le jour des élections. Et toujours ça arrive. Comme par hasard justement. Donc, mais il faut vraiment croire que c'est une coïncidence. Et voilà. Donc j'espère que les choses vont se calmer et que. Bon, vous savez, je crois qu'il faut peut-être relever quelque chose d'assez intéressant, les déclarations du gouvernement libanais ce matin, si j'ai bien entendu. Il demande au Hezbollah de ne pas intervenir. C'est l'ancien Premier ministre Signora qui l'a dit. Exactement. Qui a dit, écoutez, n'utilisez pas notre territoire maintenant parce qu'il ne faut pas à nouveau, vous allez impliquer le Liban et détruire le Liban, etc. Donc, je crois que les Libanais aussi sont assez prudents en ce moment. Alors, revenons maintenant donc, à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la polémique avec Washington. Est-ce qu'à votre avis, en décidant ce soir de ne pas recevoir Netanyahou, comme le fait savoir la Maison-Blanche et donc Barack Obama, c'est aussi une manière pour les Américains de voter pour les élections israéliennes, c'est-à-dire de voter contre Netanyahou aussi ou pas? C'est une manière pour Obama, en tout cas, c'est certain. Je pense que de toute façon, personne n'avait un doute avant. Il a jamais particulièrement apprécié Netanyahou, surtout après les dernières élections, comme vous l'avez rappelé, quand Netanyahou a quand même soutenu ouvertement l'autre candidat. Donc il n'y a pas secret là-dessus. Obama, en ce moment, il est vraiment... Il est dans les nouvelles par rapport donc à ses discours. C'est un moment où il est vraiment... il participe beaucoup à la vie publique. Il parle au nom des Américains. Est-ce que cela va impliquer aussi un changement de l'opinion publique américaine ? Peut-être, effectivement. De toutes les manières, Obama non plus, il n'a plus rien à perdre. C'est-à-dire que pour lui aussi, d'ailleurs, il a dit... Il ne veut pas se faire utiliser non plus. Exactement. Donc, il ne veut pas se faire utiliser par Netanyahou. Il n'a plus à être diplomate. Il peut dire ce qu'il veut et ce qu'il pense sincèrement, effectivement. Mon expérience de quelques années est que pendant les élections, lorsqu'il y a une période électorale en Israël, je sais précisément qu'aucun président américain n'a voulu recevoir, par exemple, les chefs de l'opposition israélienne. Je le sais parce que je l'ai vécu. Donc, ce n'est pas uniquement aujourd'hui, ça s'est toujours passé comme ça. Ça s'est toujours passé, c'est-à-dire ils ont essayé de ne pas s'impliquer, certainement pas ouvertement, dans la politique israélienne pendant la période électorale. Et donc, s'ils ont refusé les chefs de l'opposition, normalement, ils ne reçoivent pas non plus les premiers ministres d'Israël pour ne pas entrer dans ce jeu. Et je crois que, d'une part, Obama n'avait pas une autre solution, mais aussi, je crois que c'était aussi sa manière d'exprimer son mécontentement de toute cette manipulation derrière son dos. D'ailleurs, c'est assez marrant, quelque part, de voir que ça devient une espèce de sport national pour Netanyahou d'aller là où il n'est pas invité. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 2 semaines, il n'était pas invité à Paris. Il s'est pointé quand même à cette manifestation et Hollande n'était absolument pas content. Voilà, il répète le même jeu avec Obama. Donc apparemment, il a décidé que quand il veut aller quelque part, il y va et peu importe s'il a été invité ou pas. Je ne suis pas certaine qu'il le ferait s'il n'y avait pas cette période électorale. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, et maintenant, il est en train de louper Auschwitz parce qu'il y a une grosse cérémonie qui aura lieu la semaine prochaine avec 45 délégations dont beaucoup de chefs d'État. Hollande y sera, le président d'Allemagne y sera, un tas de présidents de rois, etc. Et comme il a demandé de parler et qu'on ne lui a pas accordé cela, il n'y va pas.
Voilà, pour le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz en Pologne. Alors, on a évidemment, nous, été questionnés aussi des Israéliens dans la rue aujourd'hui à propos de cette polémique donc, sur les sanctions que le Congrès américain voudrait voter, donc avec sans doute l'appui de Netanyahou, mais dont le Mossad apparemment, lui, ne voudrait pas. Bien, qui a raison, qui a tort dans tout cela? Écoutez quelques réactions recueillies dans les rues aujourd'hui. Ça n'a pas l'air si efficace. Je pense que la situation est la même qu'il y a 2 ou 3 ans. On dirait qu'ils se moquent des sanctions. Je crois que le problème de Netanyahou, c'est qu'il essaye d'intimider le peuple plutôt que de s'occuper des problèmes urgents que nous avons dans le pays, surtout les problèmes économiques. Je pense qu'il ne faut pas provoquer l'Iran. Il a déjà des problèmes avec les prix du pétrole et tout le reste. Il ne faut pas créer d'agitation quand nous-mêmes sommes dans une très mauvaise posture. Je pense qu'il faut appliquer les sanctions jusqu'à ce qu'on parvienne à un accord. Voilà, sanctions, diplomatie, raisonnable. Donc pas de nouvelles sanctions pour vous, c'est la voie à suivre, comme le demandent les ministres européens aujourd'hui aussi. Absolument, absolument. Il faut attendre patiemment. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'étant pas expert dans le domaine, je fais confiance à des gens qui ont l'air d'être plus experts que moi. Et en l'occurrence, je crois que le président des États-Unis, on peut lui faire confiance. Bon, et sur ces relations Obama-Netanyahou, est-ce que ça porte préjudice ou pas à Israël, au fond, ou finalement on a l'impression que le soutien américain reste toujours le même? Je ne crois pas qu'il faut croire que ça va durer pour toujours. Et Israël commence à devenir un fardeau et pas un atout pour les États-Unis. Et le veto américain n'est pas promis à longue durée. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'il y a une nouvelle génération de politiciens aux États-Unis, qu'il y a une opinion publique qui est en train de changer, et que les États-Unis ne vont pas effacer tous les affronts et dire on est avec Israël, n'importe ce qui se passe, on nous crache au visage et nous continuons comme si rien n'était. Donc je crois qu'il ne faut pas, tirer la ficelle trop fort. Ouais, c'est votre avis? Oui, mais j'en rajouterai une couche même. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte de ce qui se passe à l'intérieur de la communauté juive américaine, qui est quand même une communauté qui a son influence sur le gouvernement américain et qui s'éloigne de plus en plus d'Israël parce que justement elle a l'impression qu'Israël n'écoute pas ce que les États-Unis demandent. Israël fait tout ce qu'elle veut et que, enfin, en l'occurrence c'est le Premier ministre. Elle est souvent pro-démocrate d'ailleurs, cette communauté juive américaine. Oui, la différence, oui, elle le reste. Et du coup, surtout quand on parle de nouvelle génération, alors en l'occurrence, la nouvelle génération de cette communauté juive américaine, elle est de plus en plus détachée de la politique israélienne, en tout cas de l'opposition israélienne. Vous avez parfaitement raison. Regardez aussi ce qui se passe dans les campus. Il n'y a pas un représentant israélien officiel qui puisse y mettre les pieds. C'est-à-dire toute une jeune génération qui est en train de pousser, non seulement en s'éloignant d'Israël, mais en prenant Israël comme un État paria, comme un État condamné. Merci beaucoup Colette Avital, merci à vous Nadia Ellis, merci d'être venue évoquer donc cette situation. Ce sera le 3 mars, ce discours donc de Benjamin Netanyahou au Congrès américain à Washington, mais pas donc d'entretien à la Maison-Blanche durant ce voyage juste avant les élections israéliennes. On continue dans un instant l'actualité avec notamment le Yémen et l'Ukraine, 2 points chauds. Ce soir, on en reparle dans un instant. C'est finalement le 3 mars que Benjamin Netanyahou se rendra à Washington pour parler devant le Congrès sur l'Iran. Mais la Maison-Blanche vient de faire savoir que Barack Obama ne recevrait pas le Premier ministre israélien pour cause de proximité trop grande avec la date des élections en Israël. L'Ukraine, de nouveau dans la violence des combats, au moins 41 morts aujourd'hui, et l'aéroport de Donetsk qui est tombé ce soir entre les mains des rebelles pro-russes. Réunion d'urgence de l'état-major de l'armée ukrainienne à Kiev. Les pays en guerre contre l'État islamique se sont réunis aujourd'hui en Grande-Bretagne. Il reste encore beaucoup à faire, ont-ils déclaré. L'Irak, notamment, attend plus d'armes pour lutter efficacement contre les djihadistes.
L'Ukraine a donc replongé dans le chaos et la violence ce soir. La ville de Donetsk, principalement dans l'Est, tenue par les rebelles pro-russes, a été la cible de violents bombardements meurtriers ainsi que des combats ces dernières heures. L'armée ukrainienne a même dû abandonner ce soir aux pro-russes l'aéroport de Donetsk qu'elle tenait pourtant depuis des mois. Le bilan est très lourd, au moins 41 morts, dont de nombreux civils, et une réunion d'urgence ce soir de l'état-major de l'armée ukrainienne à Kiev. Leslie Rezoug. Nouvelle flambée de violence dans le Donbass. Un tramway a été percuté de plein fouet par un obus dans un quartier de la ville relativement épargné jusque-là. Aujourd'hui, ce matin, dans le quartier Lénine, au sud de la ville, un tramway a été frappé à la suite de bombardements. Des civils sont morts dans l'explosion. Selon les informations préliminaires, le bombardement a été commis à partir d'un mortier monté sur un véhicule qui sillonnait la ville. Il s'agirait d'un mortier mobile. C'est donc un regain de violence qui gangrène la province séparatiste ukrainienne. Mais si les séparatistes pro-russes et l'armée s'accusent mutuellement de l'attaque, pour la population acquise au pouvoir de Moscou, il est clair que Kiev est responsable. Nous avons entendu l'explosion et on a couru ici. Ensuite, nous avons vu le bus détruit, une voiture en morceaux et beaucoup de cadavres. Il y avait un homme blessé dans un bus, il appelait à l'aide. Il y avait aussi un cadavre derrière nous et beaucoup de blessés. Qu'attendent-ils de nous ? Une colère populaire qui s'est traduite cet après-midi par un regain de violence. Prisonniers des rebelles, une vingtaine de soldats ukrainiens ont été contraints de défiler dans les rues de Donetsk sous les insultes de la foule. Les habitants ont ensuite délibérément blessé les soldats, leur envoyant des objets et des morceaux de verre depuis leurs fenêtres. Et de leur côté aussi, les autorités se renvoient la responsabilité, se reprochant mutuellement de ne pas opérer une démilitarisation plus rapide. Les rebelles de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk ont déjà soutenu le calendrier d'élimination des armes lourdes, conformément à l'initiative du président russe. Et nous espérons que les dirigeants ukrainiens feront la même chose. Alors qu'une sortie de crise semble plus improbable que jamais et que les négociations entre Kiev et Moscou sont en point mort, l'OTAN vient d'annoncer que l'intensité des combats était comparable à celle d'avant le cessez-le-feu. En tout, on dénombre au moins 5000 morts depuis le mois d'avril en Ukraine. Et justement, le président russe, Vladimir Poutine, dont on parlait à l'instant, va effectuer une tournée importante au Moyen-Orient. Ce sera au tout début du mois de février. Il se rendra notamment en Israël et dans les territoires palestiniens. L'économie, c'est tout de suite. Journée importante pour l'économie européenne. Aujourd'hui, on va en parler avec vous, Lionel Friedfeld. Bonsoir. Bonsoir, analyste financier. On peut même parler de journée historique avec cette décision de la Banque centrale européenne qui va injecter plus de 1100 milliards d'euros. Effectivement, c'est une journée historique pour l'économie européenne, parce que la BCE, la Banque centrale européenne, par la voix de Mario Draghi, son président, a décidé d'instaurer ce qu'on appelle un quantitative easing, un plan d'assouplissement quantitatif. En fait, c'est un terme technique pour dire que la BCE va faire marcher la planche à billets. C'est-à-dire qu'on va faire quoi concrètement ? Concrètement, elle va en fait racheter près de 1100 milliards d'euros entre mars 2015 et septembre 2016 d'obligations soit privées, soit d'État. Et donc en fait, c'est quasiment 60 milliards d'euros qui vont être injectés chaque mois en fait sur les marchés. Les marchés financiers d'ailleurs ont très bien réagi parce qu'ils s'attendaient à cette annonce, mais ils s'attendaient à ce que ça soit à peu près 50 milliards d'euros qui soient injectés chaque mois. Là, la décision est plus importante. Deuxièmement, les taux, notamment les taux les obligataires, notamment en France, mais européens de manière générale, sont descendus à des plus bas historiques. L'OAT française à 10 ans cote aujourd'hui 0,5%, le bond allemand 0,4%, et surtout les taux de change entre l'euro et le dollar sont en train de baisser, puisqu'aujourd'hui 1 euro est égal à 1,15 $. Donc il s'agit de soulager la dette publique de tous ces pays européens. Est-ce que ça va marcher ? Alors ça va marcher, oui, parce que ça s'inspire d'un plan américain de quantitative easing développé en 2012 par Ben Bernanke et puis Janet Yellen, en fait les présidents de la Fed. Et en fait, ils ont réussi grâce à ça à relancer l'économie américaine, mais surtout, ils ont réussi à donner un avantage compétitif aux entreprises américaines, notamment grâce au gaz de schiste. En fait, ça va marcher en Europe si l'Europe restructure en fait ses sociétés et en fait crée des espèces de champions nationaux, un peu des Airbus, mais que ça soit dans tous les secteurs d'activité.
Alors, on parle de cette mesure importante que vous nous avez décrite en plein Davos, qui est le forum économique, l'une des réunions les plus importantes de l'année pour l'économie mondiale. Effectivement, en fait, les dirigeants vont se réunir jusqu'à samedi en Suisse. En fait, on va parler surtout Europe, chômage, mais surtout en fait management du risque, les guerres, le terrorisme, c'est en pleine actualité. Il va y avoir 2800 invités VIP, 40 chefs d'État et de gouvernement. François Hollande, Angela Merkel vont être présents. Seul grand absent, le président Vladimir Poutine. Voilà, dont on parlait à l'instant avec l'Ukraine. Merci Lionel Friedfeld. Alors vous parliez de la lutte contre le terrorisme qui préoccupe à Davos. Eh bien, justement, l'ultimatum fixé par l'État islamique au Japon avant l'exécution des 2 otages nippons expire dans quelques heures. Aucun contact n'aurait été établi selon Tokyo. Et aujourd'hui, en Grande-Bretagne, les pays de la coalition se sont réunis pour faire le point sur la lutte engagée contre ce groupe terroriste en Irak et en Syrie. Léa Berdugo. Au manoir de Lancaster House à Londres, 21 membres de la coalition contre l'État islamique se réunissent. Objectif, faire le point sur les interventions militaires en Irak et en Syrie. Les sources de financement de la coalition ainsi que ses communications stratégiques sont également examinées. Mais pour les dirigeants, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, nous réunissons les membres clés de la coalition, ceux qui sont le plus activement engagés sur les lignes de front pour faire le point sur nos succès de ces 4 ou 5 derniers mois. Selon l'ambassadeur des États-Unis en Irak, les frappes aériennes ont permis d'éliminer plus de la moitié des dirigeants de l'État islamique. Le secrétaire d'État américain John Kerry a, lui, estimé que la coalition a stoppé l'avancée de l'EI en Irak, remis en cause ses ressources et sa capacité à faire venir des combattants étrangers. Mais la mission est loin d'être achevée. Nous avons encore beaucoup à faire et la raison de la présence de tout ce monde ici est d'entendre les avis et les conseils de tous sur ce qui peut être considéré comme une faiblesse. Comment nous pouvons améliorer notre action tous ensemble, améliorer la performance de nos opérations et mettre en place une stratégie pour les jours à venir. Autre point discuté, l'assistance humanitaire à apporter dans la région et la question sensible des combattants étrangers quelques jours après les attaques à Paris. Selon le Conseil de sécurité de l'ONU, il serait 15 000 à avoir rejoint des organisations comme l'État islamique. Cette réunion a lieu à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum concernant les 2 otages japonais menacés d'exécution. En Argentine, alors que la communauté juive de Buenos Aires a manifesté ce matin après la mort du procureur Nisman afin de réclamer justice pour les victimes de l'attentat de 1994 contre Lamia. Il s'agit de la mutuelle israélite, une affaire dont on vous a parlé il y a quelques jours et qui rebondit de manière surprenante ce soir. La présidente argentine, Victoria Kirchner, qui n'avait pas encore réagi alors qu'elle était directement visée par l'enquête de ce procureur, eh bien, a eu cette phrase étonnante sur son compte Facebook aujourd'hui. Elle ne croit pas, elle non plus, à la thèse du suicide du procureur. Cela mérite des explications. On est en ligne justement depuis Buenos Aires avec notre correspondant Ryan Indy. Bonsoir Ryan. Comment expliquer alors cette phrase et cette déclaration de la présidente Kirchner ? Oui, alors écoutez, en effet, c'est très surprenant tout ce qui se passe puisque le premier jour après avoir découvert le corps, la thèse du suicide était la thèse privilégiée. Même la présidente avait publié un message sur Facebook où donc elle se posait des questions sur les raisons de ce suicide. Et aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas très très claires sur cette enquête et qui, en fait, font que tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc, parmi les informations qui prêtent à confusion, il y a le résultat de l'autopsie où il a été impossible de retrouver des traces de poudre d'armes sur la main de la victime. Il y a le serrurier qui, contrairement à ce qui avait été affirmé au départ, a donné une information selon laquelle la porte de service était ouverte. Et il y a l'enquête sur cette 3e possible entrée dans l'appartement à travers des voies d'aération qui mèneraient à un appartement adjacent inoccupé appartenant à des étrangers. Donc voilà, de plus, les messages échangés par le procureur et ses proches dans les jours précédents sa mort montrent un homme déterminé. Il dit notamment vouloir que la vérité triomphe. Il affirme ne pas être devenu fou. Et donc la justice a de son côté décidé aussi de rendre public le rapport du procureur. Et voilà, donc toutes ces questions font que aujourd'hui la présidente, sur son
compte Facebook, parle même d'un complot. Elle parle d'un complot peut-être même international. Ce sont des mots qu'elle a utilisés. La police recherche donc de son côté un homme qui apparaît sur les caméras de sécurité de l'aéroport et qui aurait reçu le procureur à son arrivée. Et son témoignage est très important puisqu'il pourrait permettre de mettre la lumière sur les raisons de son retour précipité d'Europe. Et donc donc toutes ces questions effectivement mettent le public en émoi. Vous l'avez dit, il y a eu des manifestations ce matin de la communauté juive, lundi dernier devant la maison du gouvernement avec des gens qui avaient des pancartes avec le fameux slogan « Je suis Charlie » détourné en « Yo soy Nisman »,« Je suis Nisman ». Justement, donc ici, il y a effectivement une sensation de confusion qui règne sur cette affaire-là. Merci beaucoup, Ryan Indy, correspondant pour i24 News et en direct de Buenos Aires, en Argentine. Au lendemain de l'attentat au couteau dans un bus de Tel Aviv, 3 des victimes restent hospitalisées dans un état désormais stabilisé. Leur vie n'est plus en danger. Une 4e victime qui était grièvement blessée hier a pu, elle, quitter l'hôpital dès cet après-midi. L'armée, elle, a arrêté le frère du terroriste la nuit dernière lors d'une opération menée à Tulkarem, en Cisjordanie. L'armée israélienne, on vous le disait tout à l'heure, qui élève son niveau d'alerte dans le nord avec l'envoi de nouvelles troupes à la frontière avec le Liban et la Syrie aujourd'hui. Crainte d'une riposte du Hezbollah après le raid de dimanche dans le Golan, alors que le leader chiite Nasrallah doit s'exprimer vendredi prochain, 30 janvier, depuis Beyrouth. Notre envoyé spécial Mathias Inbar s'est rendu aujourd'hui dans les villages les plus proches de la frontière libanaise. Reportage. Des soldats israéliens, carte à la main, qui scrutent la frontière avec le Liban. Derrière eux, 2 blindés, canons levés. Le ton est donné ici à Misgav-Am, à la pointe de la Galilée. Depuis la mort de Djihad Mournier, un cadre du Hezbollah dans la région de Kounetra, le mouvement chiite et l'Iran ne cessent de menacer Israël, accusé d'être à l'origine de l'opération. Alors, l'armée israélienne se prépare et se tient prête, même si pour ce responsable sécuritaire du village, il ne faut pas céder à la panique. Le Hezbollah d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Lors de la Seconde Guerre du Liban, le Hezbollah, en tant qu'organisation terroriste, a opéré depuis le territoire libanais. Et nous l'avons spécifiquement frappé. Mais depuis, il fait partie du gouvernement libanais. Et s'il décide de lancer une opération de grande envergure, depuis ce même territoire libanais, il y a un risque. Et le Hezbollah le sait, qu'Israël réponde avec la plus grande force nécessaire. Betzalel est peut-être confiant, mais sur la route qui nous mène à Methoula, une autre localité en bordure du Liban, ce barrage de l'unité de la police militaire rappelle que le calme est relatif. Une fois sur place, nous y retrouvons Patricia et Robert. Ils habitent à 300 mètres de la frontière. La veille, ils ont été priés de rester chez eux en raison de menaces d'infiltration. Finalement, fausse alerte, mais la tension demeure. Effectivement, ils peuvent rentrer à n'importe quel moment. Ce qui s'est produit d'ailleurs il y a quelques années de ça, il y a eu beaucoup d'infiltrations. Mais quand on voit beaucoup d'activités militaires, on se dit, bon, il se passe quelque chose. Donc là, on fait plus attention, comme hier soir par exemple. Entre 2 discussions, un hélicoptère des Nations Unies survole le ciel libanais et scrute les faits et gestes du Hezbollah. C'est pas une vie pleine de dangers. J'apprécie énormément. Je me sens en sécurité parce qu'on est tellement bien entouré de militaires. Et je pense qu'on est un peu trop près du village d'Hezbollah pour qu'ils nous fassent quoi que ce soit. Je crois qu'on est trop près. Je crois que s'ils doivent faire quelque chose, ça va aller beaucoup plus loin que où on est. La base militaire en question, la voici. Quelques mètres en contrebas, 2 tanks qui surveillent la localité. Notre présence n'est d'ailleurs pas la bienvenue. Un signe de plus que l'armée israélienne renforce sa présence dans le nord du pays, tant sur la frontière syrienne que libanaise. Derrière cette base militaire israélienne, à 50 mètres, le Liban et surtout le village de Kila, l'une des places fortes du Hezbollah. Au Yémen, malgré l'annonce d'un accord politique ce matin, les rebelles chiites gardent toujours ce soir la mainmise sur les principaux bâtiments de la capitale, Sanaa. Et conséquence, le gouvernement yéménite dans son ensemble vient de remettre il y a quelques minutes sa démission, ce qui accentue un petit peu la sensation de chaos dans ce pays.
En Somalie, une voiture piégée conduite par un kamikaze a explosé devant un hôtel de Mogadiscio où se trouvait une délégation officielle turque. Bilan au moins 5 morts, et ce à quelques heures de la visite du président turc Erdogan dans ce pays. Événement rarissime aujourd'hui à l'ONU à New York, une session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la montée de l'antisémitisme dans le monde, notamment après les derniers attentats commis en France. Je vous propose d'écouter un extrait des 2 personnalités invitées à s'exprimer. Même si les comportements d'Israël étaient exemplaires, même si Israël était une nation d'anges, même si le peuple palestinien se voyait attribuer l'État qui lui revient de plein droit, même à ce moment-là, malheureusement, cette haine antique n'en disparaîtrait pas pour autant. Les griefs contre les actions israéliennes ne doivent pas être utilisés comme excuse pour attaquer les Juifs. De même, les critiques contre les actions israéliennes ne doivent pas être passées sous silence ou simplement qualifiées d'antisémitisme. Il faut au contraire passer par le dialogue, passer par la quête de la paix. On évoquait tout à l'heure les tensions à la frontière nord d'Israël par crainte d'une attaque du Hezbollah. Eh bien, au sud, dans les kibboutz qui font face à la bande de Gaza, les habitants vivent eux aussi toujours dans l'angoisse, mais ils se sentent cette fois de nouveau délaissés par le gouvernement et l'armée, 6 mois seulement après la guerre menée l'été dernier à Gaza. Reportage sur place, Maël Benoliel. Qu'ils soient de Nirim, de Ein Hashlocha, de Nahal Oz ou encore de Kfar Aza, ils ont tous passé le dernier été au rythme des sirènes et des tirs de roquettes. 6 mois après la fin de l'opération Bordure Protectrice, les kibboutz frontaliers de la bande de Gaza portent encore les stigmates de la guerre. Pourtant habitués au conflit armé, les habitants peinent toujours à reprendre une vie normale. Ce qui s'est passé pendant l'opération, pendant la guerre, a beaucoup affecté le sentiment de sécurité des habitants, et pas uniquement de ceux qui vivent en bordure de la bande de Gaza, mais de tous ceux de la région du Negev occidental. Beaucoup de familles ont quitté la région et ne reviendront jamais vivre ici. Un sentiment d'insécurité largement partagé et qui s'est renforcé ces derniers jours avec le départ des soldats. Bon, il se peut très bien que l'armée a toutes les infrastructures en place pour nous protéger. Mais le problème, c'est qu'ils ne communiquent pas avec nous, qu'ils ne nous disent rien. Ils auraient pu envoyer un représentant afin de nous expliquer pourquoi c'est désormais sans risque de retirer les soldats, histoire au moins de nous rassurer. En faction à l'entrée des kibboutz ou occupés à surveiller les alentours, cette présence militaire rassurait la population. Le sentiment de sécurité est parfois plus important que la sécurité elle-même. Et à 2 mois des élections, les habitants de cette région agricole d'Israël se sentent délaissés au profit d'autres populations. Nous souffrons notamment du fait que la grande majorité des ressources et des budgets sont consacrés non pas au Negev ou à la Galilée, mais aux implantations de Judée-Samarie. Historiquement à gauche sur l'échiquier politique israélien, les habitants des kibboutz changeraient progressivement de bord. Oui, il y a pas mal de gens des environs ces dernières années qui étaient de gauche, voire même d'extrême gauche, et qui se retrouvent aujourd'hui à être du centre ou même de droite. Vous savez, je suis très sioniste. Je suis venue habiter ici parce que je croyais dans ce pays et dans cette armée. Mais j'ai vraiment perdu la foi et je ne suis pas la seule. J'ai vraiment perdu la foi depuis cet été. Une perte de confiance vis-à-vis des autorités de la part d'une population qui ne demande qu'à être prise en considération. Nous, on a l'impression que la guerre n'est pas finie. C'est notre sentiment. Alors oui, c'est vrai, on récupère doucement, on essaye de retrouver un quotidien. Nous ne voulons pas partir d'ici. Nous pensons que nous sommes là où nous devons être, mais nous avons besoin d'aide du gouvernement. Et peu importe qu'il soit de gauche, du centre ou de droite, qu'il fasse quelque chose, qu'il nous montre qu'il est là avec nous. Les Israéliens qui vivent ici dans les localités en bordure de la bande de Gaza n'ont pas besoin de regarder bien loin pour voir les menaces qui les guettent.
Et pour eux, peu importe qui remportera les prochaines élections, tant que le prochain Premier ministre se penche très sérieusement sur les problèmes que connaît la région depuis trop longtemps déjà. On va évoquer à présent l'épilogue d'une affaire de piratage informatique qui concerne l'une des plus grandes stars de musique de la planète. Il s'agit de Madonna et on va en parler avec vous, Rudy Saada. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Spécialiste donc des réseaux sociaux sur i24 News. Alors, Madonna qui devait sortir son nouvel album il y a quelques semaines est finalement sortie retardée pour cause de piratage. Sortie avancée puisqu'elle devait le sortir en mars, elle l'a sorti plus tôt et donc elle a été piratée en décembre et à l'époque elle était vraiment folle de rage. On en a même cassé son iPod sur son compte Instagram. On avait vu l'image que l'on voit de cet iPod cassé en signe de rage et de contestation et elle avait donc été obligée de diffuser en panique 6 titres de son prochain album, 6 titres qui étaient encore des titres en préparation et finalement ça a été une bonne idée puisque son titre Living for Love s'est rapidement hissé en tête des ventes autour de 40 pays puisque tout le monde en avait parlé à l'époque au mois de décembre. Alors tout est bien qui finit bien aujourd'hui, d'autant plus que mercredi donc la police israélienne a arrêté à la suite d'une enquête qu'elle menait et que le FBI menait et donc les deux polices se sont unies pour retrouver le coupable. Et bien effectivement la police israélienne a arrêté le responsable de ce piratage. Alors on sait qu'il a 38 ans, il est donc accusé officiellement d'intrusion illégale dans les ordinateurs, de vol de propriété intellectuelle et de fraude. Donc c'est une enquête réussie qui donc nous a valu même un tweet de remerciement de Madonna. Elle dit ceci, on va le voir: je suis profondément reconnaissante au FBI, les enquêteurs de la police israélienne et toutes les autres personnes qui auraient pu mener à cette arrestation. Donc la séquence marketing était finalement parfaite. Alors je vais vous proposer d'écouter donc un petit extrait de ce fameux titre qui marche très bien, tout en vous rappelant que évidemment vu que la sortie de ce titre était précipitée, les images qu'on va voir ne sont pas les images du clip. Ils n'avaient pas le temps de préparer un clip, donc ce sont des images d'illustration posées donc sur ce titre Living for Love de Madonna. Alors voilà donc pour ce clip, cette chanson qui promet évidemment d'être un hit. Et on a eu aujourd'hui d'ailleurs révélation de l'identité de ce hacker israélien. Il s'appelle Adi Liderman et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il avait lui-même chanteur et il a lui-même participé à un concours de télé-réalité, un télécrochet en Israël, Rising Star. Donc c'est assez épatant. Mais le coup marketing, j'aimerais y revenir, est assez fort pour Madonna puisque non seulement les personnes, ses fans dans le monde ont acheté les 6 titres, mais qui vont racheter quand l'album entier sortira. Donc finalement, côté merchandising, c'est très très fort. Ouais, alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois et c'est malheureusement un phénomène qui tend à se répandre, ce piratage de stars. Oui, absolument. Alors ça arrive de plus en plus. D'ailleurs, aujourd'hui, la chanteuse islandaise Björk a annoncé la sortie de son nouvel album pour demain, alors qu'il était prévu que pour dans 2 mois. Piratage aussi, donc elle a eu le même réflexe de le sortir très vite pour ne pas mettre tout son travail à plat. Mais cela dit, il y a aussi un peu de marketing là-dedans, je ne fais que de le répéter, parce que quand on veut protéger ses données, on peut le faire. Il y a l'exemple de Beyoncé qui avait sorti cette année un album sans que personne ne soit au courant, ni les médias, ni les maisons de production. Elle a directement mis sur iTunes et elle en a vendu plus de 800 000. Donc quand on veut protéger un secret artistique, c'est aussi facile de le faire. Donc là, Madonna a laissé fuiter et elle est finalement la grande bénéficiaire de ce buzz. Merci beaucoup Rudy Saada. On reste sur Internet justement mais avec un tout autre type de propagande. Cette fois il s'agit de ces magazines qui se répandent de plus en plus pour inspirer ceux qui veulent partir faire le djihad. C'est notamment le cas du magazine de l'État islamique sur Internet intitulé Inspire que l'on voit maintenant en image avec Daniel Campos et David Combat. La plupart des magazines lifestyle que vous retrouvez en kiosque traitent santé, psycho, tourisme, évasion, hobby, mais aussi mode, cuisine et culture. Inspire, c'est à peu près tout cela, avec le djihad en plus. Lancé en 2010, distribué dans la langue de Shakespeare, Inspire, le magazine du lifestyle djihadiste, est publié par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Une arme de propagande supplémentaire que l'organisation terroriste utilise pour toucher un public large via Internet, et cela en faisant usage des mêmes codes visuels qu'un magazine de mode.
La couverture est accrocheuse, couleurs vives et gros titres. Quant au contenu, il est lui aussi divers et varié. On commence avec la rubrique citation, puis on passe à l'analyse des opinions amies et ennemies de l'islam. Dans les pages psycho, le lecteur trouve aussi des conseils pour djihadistes se heurtant à des questions existentielles. La lecture ne s'arrête pas là. On peut partir à la rencontre de vrais djihadistes grâce à des interviews intimistes et entrer ainsi dans leur psychologie. Inspire, c'est aussi des rubriques démentielles si elles n'étaient pas tragiques. La plus inouïe, le top 10 des personnalités méritant la mort. Dans un journal normal, on trouverait des idées de cuisine. Dans celui-ci, les gourmands ont des recettes simples pour assembler des bombes aussi facilement que l'on fait cuire un 4/4. Vous saurez tout sur les dispositifs pièges en parcourant le guide du parfait terroriste, incluant la rubrique martyr, sans oublier bien sûr la rubrique prière. L'appel au lecteur est bien évidemment constant. Le magazine Inspire fait la promotion du djihad open source. Il encourage tout un chacun à perpétrer des attaques solo en utilisant pour armes des objets de la vie quotidienne. Il invite aussi ses lecteurs à participer à sa rédaction en envoyant articles, commentaires et suggestions. Ces dernières années, ce magazine est devenu un outil important pour le recrutement, l'information et la motivation de ces self-made djihadistes. Il n'est pas facile d'estimer le pourcentage de lecteurs qui passent réellement à l'acte. Le plus célèbre d'entre eux, les frères Tsarnaev, à l'origine de l'attentat du marathon de Boston en 2013. Le procureur du procès à leur rencontre a admis qu'ils ont appris à assembler des bombes en lisant Inspire. Une preuve bien réelle que le magazine n'est ni un canular, ni une mauvaise blague. Juste une propagande ahurissante, libre et simple du djihadiste habillé à l'occidental. Une image de tennis pour terminer, ça se passe en Australie, l'Open d'Australie, deuxième tour aujourd'hui et qualification du favori, le numéro 1 mondial, Djokovic, qui continue tranquillement à passer donc les tours. 3-7 pour se débarrasser seulement du Russe Kuznetsov malgré une forte chaleur puisqu'il a joué en plein jour. Voilà donc Djokovic qualifié avec donc seulement quelques jeux laissés au passage. On va se retrouver dans un instant pour la suite et un débat consacré aux élections en Israël. Restez avec nous.